Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Jour J-1 avant l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat. L'ancien chargé de mission de l'Élysée est convoqué à 8h30 par la commission d'enquête. Il va devoir répondre aux questions des parlementaires qui s'interrogent sur son rôle exact auprès d'Emmanuel Macron. Analyse et débat à suivre. Emmanuel Macron dévoile son plan santé, un ensemble de 54 mesures qui visent à réorganiser en profondeur l'offre de soins sur le territoire, en passant par la suppression du numerus clausus ou encore une refonte de la carte hospitalière. Les réactions à ces annonces avec nos invités. Gérard Collomb quittera le gouvernement en 2019. Le ministre de l'Intérieur va de nouveau briguer la mairie de Lyon aux prochaines municipales. L'Élysée salue une bonne nouvelle, mais le départ de ce fidèle du chef de l'État est un nouveau coup dur. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat pour les réactions des sénateurs à l'actualité aujourd'hui. Le multiplex, c'est donc dans un instant. Ce sera donc le temps fort des travaux de la commission d'enquête demain à 8h30. Alexandre Benalla, après avoir préalablement prêté serment, va répondre aux questions des sénateurs. Puis ce sera au tour de Vincent Crase, salarié de La République En Marche, également mis en examen, d'être entendu. Alors quels sont les enjeux de ces auditions particulièrement attendues? Élément de réponse avec Aurélien Romano. Quel est exactement le rôle occupé par Alexandre Benalla au service du président de la République ? Durant les auditions du mois de juillet, une forte contradiction est apparue entre la hiérarchie d'Alexandre Benalla à l'Élysée et les représentants des syndicats de police. Pour ces derniers, Alexandre Benalla est clairement le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron. Monsieur Benalla avait certes le titre de chef de cabinet adjoint à la présidence de la République, mais qui s'occupait directement de la sécurité rapprochée du président de la République et qui était, il faut être clair, son garde du corps. Garde du corps, une mission qui n'existe pas formellement à l'Élysée, mais qui aurait été le rêve de gosse d'Alexandre Benalla, d'après son entretien fin juillet avec le journal du dimanche. La vocation lui est venue par le cinéma. Bodyguard avec Kevin Costner et surtout dans La Ligne de mire, qu'il dit avoir vu une vingtaine de fois. Plus encore que garde du corps, Alexandre Benalla serait à la tête d'une police parallèle au sein du GSPR, le service officiel chargé de la sécurité du président. Au sein du GSPR, nous avions un groupe de personnel hors police et hors gendarmerie, qui en l'occurrence étaient des civils, des privés. Et c'est bien pour ça que j'ai employé depuis le début, depuis jeudi dernier, j'emploie le terme de barbouze, parce que ces gens-là n'ont aucune habilitation. De fait, Alexandre Benalla était autorisé à porter une arme, un point central dans la commission d'enquête. Un port d'armes justifié par le directeur de cabinet de l'Élysée comme utile dans le cadre des déplacements privés du chef de l'État. Cette autorisation a été donnée dans le cadre d'une mission de police, relève la commission d'enquête, avec l'appui d'un document de la préfecture de police. Confusion des termes, répond le chef de cabinet du président de la République. Mais il n'a jamais pris la place du policier ou du gendarme. Et en ce sens, il n'a pas exercé de mission de police. Sa mission est même détaillée par le secrétaire général de l'Élysée lui-même. Il serait une sorte de courroie de transmission entre les différents services de sécurité. Il était donc en charge de l'interaction entre la chefferie de cabinet qui doit coordonner l'ensemble de ces éléments et les personnes en charge de la sécurité. Le jour même de cette audition, Alexandre Benalla livre une version sensiblement différente de son rôle lors d'une longue interview au journal Le Monde. Moi, je dois m'occuper des affaires privées du président de la République, parce qu'il a une vie à côté de ses fonctions, avec Brigitte Macron, celle d'un Français normal. Il va au théâtre, au restaurant, part en vacances. Je suis toujours présent avec le groupement de sécurité de la présidence de la République et le service privé du président. L'ancien chargé de mission était-il le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron, un organisateur des déplacements ou encore le chef d'une police secrète? Un rôle que l'audition du principal intéressé doit éclaircir. Alors pour mieux comprendre les enjeux de cette audition, on retrouve Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Bonjour Tam. Cette audition va donc permettre d'assister à la confrontation directe entre Alexandre Benalla et les sénateurs membres de la commission d'enquête.
Oui, une confrontation directe, ça c'est une première. En revanche, il y a déjà eu une confrontation par médias interposés entre Alexandre Benalla et les sénateurs. Petit retour en arrière, au mois de juillet, Alexandre Benalla fait savoir dans la presse qu'il a même envie de venir devant la commission d'enquête. C'est avant la pause estivale. Et puis un mois plus tard, changement de pied. C'était la semaine dernière. Il refuse de venir tant que l'instruction judiciaire a lieu. Il traite les sénateurs, je le cite, de petites personnes pour lesquelles il n'a aucun respect. Il remet en cause la commission d'enquête elle-même qu'il juge contraire aux principes de la Constitution et de la démocratie. Enfin, c'est contraint et forcé qu'il accepte finalement de venir parce que tous les citoyens sont tenus de venir lorsqu'ils sont convoqués devant une commission d'enquête parlementaire. Cette audition, elle est donc très attendue car elle va permettre d'entendre Alexandre Benalla longuement pour la prochaine fois. On va voir s'il va répondre impulsivement aux sénateurs ou si sa parole va être cadrée par des conseils juridiques. Elle va aussi nous permettre donc de l'entendre directement face aux sénateurs dans ce contexte, je le disais, explosif. Est-ce que le Sénat joue gros, Tam, avec cette audition ? Et oui, il faut dire que toutes les lumières demain matin vont donc être braquées sur cette commission d'enquête parlementaire. Les sénateurs vont donc avoir une mission, affûter au maximum leurs questions pour comprendre le rôle que joue Alexandre Benalla dans l'organisation de l'Élysée, mais cela sans empiéter sur l'enquête judiciaire qui porte elle sur les événements du 1er mai. Vont-ils pouvoir lui poser toutes les questions qu'ils souhaitent, par exemple sur son permis de port d'armes, sachant que l'enquête porte, je cite, sur des faits d'usurpation de fonction, de port illégal d'un signe réservé à l'autorité publique. Je laisse la question. Va-t-on entendre Alexandre Benalla s'exprimer ou va-t-il refuser de parler? Va-t-il garder le silence au nom du secret de la défense, au nom du secret de l'enquête? Et puis enfin, il y a la question du huis clos qui continue de planer sur ces auditions. D'ailleurs, on va en parler avec le rapporteur socialiste de cette commission d'enquête, Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Bonjour Tam. Déjà, je vous félicite de prendre du temps pour interroger les petits personnages qui ne sont pas dignes de respect que nous sommes. Alors, première question, c'était ce que je soulevais. Y a-t-il des demandes de huis clos sur les auditions qui vont avoir lieu demain matin? S'il y avait des demandes de huis clos, eh bien, nous les examinerions, la commission des lois, qui est la commission d'enquête. Voilà, ma réponse est claire. Vous ne niez donc pas qu'il y ait des demandes de huis clos demain matin? Je vous ai dit que s'il y avait des demandes de huis clos, la commission des lois, qui est la commission d'enquête, les examinerait. Et pour vous, personnellement, est-ce que des demandes de huis clos sur cette commission d'enquête sont acceptables? Mais vous voyez bien que je suis rapporteur de la commission des lois et donc j'aurai l'occasion, si cette situation se présente, de vous dire quelle est la position de la commission des lois. Mais vous voyez bien que je suis rapporteur et que je ne peux pas, préalablement à un éventuel débat de la commission sur une éventuelle demande, vous répondre. Je ne vais pas vers des débats hypothétiques et stratosphériques. Alors vous allez en tout cas interroger demain Alexandre Benalla. Est-ce que cela va être compliqué de l'interroger sans qu'il y ait d'interférence avec l'enquête? Pas du tout. Vous savez que nous en sommes à la 23e ou 24e audition. Et pour ma part, j'ai participé à beaucoup de commissions d'enquête ici. Souvenez-vous, l'enquête sur le djihadisme, il y avait des tas de procédures judiciaires sur ces sujets. On a fait une enquête sur Lactalis, je crois que c'était à l'Assemblée. La semaine dernière, vous avez auditionné Maxence Crezat, sur lequel il y a également une instruction. Bien sûr. C'est une situation banale qu'il y ait des enquêtes judiciaires ou des procédures sur des sujets, en général, ils sont très larges, sur lesquels nous choisissons de faire des commissions d'enquête parlementaire conformément aux prérogatives que nous accorde la Constitution. Donc nous sommes très habitués et ce ne sera pas différent pour les personnes que nous auditionnerons demain. Nous serons très scrupuleux, c'est-à-dire que nous n'empiéterons pas sur ce qui relève du pouvoir judiciaire. Et je vais même être plus complet. Voyez-vous, il y a Montesquieu. Il a dit il y a 3 pouvoirs et la séparation des pouvoirs, c'est un fondement de la démocratie. On nous dit tous les matins, tous les midis et tous les soirs qu'il faut respecter l'indépendance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Bien, je voudrais profiter de votre antenne
pour dire à ceux qui nous disent ça, ils se reconnaîtront sans doute, qu'il faut aussi respecter aussi scrupuleusement la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il est très sage que le pouvoir exécutif laisse le pouvoir législatif faire son travail, conformément à l'article 51 et à l'article 24 de la Constitution de la République française. Vous adressez ce message à Emmanuel Macron, à Nicole Belloubet, à Christophe Castaner? Je vois que vous avez du sens de la répartie. Moi, j'ai dit simplement, vous savez, comme il est écrit dans un livre très célèbre, qui a eu beaucoup de succès, que ceux qui ont des oreilles entendent. Est-ce qu'il y a une volonté de surmédiatiser l'affaire Benalla pour atteindre directement le chef de l'État? Ce sont là les propos de François Patriat, le président du groupe LREM au Sénat. J'ai beaucoup d'amitié pour François Patriat, puisqu'il a été socialiste avec moi pendant si longtemps. Mais là, il est excessif. Cette commission d'enquête n'a aucun pouvoir, mais aucun, à l'égard du chef de l'État, aucun. Nous faisons notre travail et il n'y a pas de politique dans notre travail. Voyez-vous, Philippe Bas, Muriel Jourda et moi-même, nous appartenons à des formations politiques différentes. Mais nous avons décidé d'être unis, cohérents. Pourquoi? Parce que nous recherchons la vérité. Quels sont les dysfonctionnements qui ont eu lieu au cœur de l'État à tous les niveaux et comment y remédier? Nous n'allons pas délivrer des sanctions, non. Nous cherchons la vérité et nous cherchons à ce que l'État, la République et les pouvoirs publics fonctionnent au mieux. C'est notre mission qui nous est dévolue par la Constitution. Mais nous n'avons aucunement l'intention de porter atteinte à qui que ce soit. Et pour ce qui est de l'exploitation politique, je veux vous dire que c'est la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a explosé en vol parce qu'il y avait un conflit politique en son sein, tandis que nous, on a des débats politiques dans l'hémicycle, qui est juste à côté, c'est bien normal. Mais pour une commission d'enquête, nous sommes tous unis pour trouver la vérité, trouver les dysfonctionnements, y porter réponse. Et accepter le huis clos, ça ne permettrait pas d'apaiser les esprits? Mais si vous voulez que je vous dise 4 fois la même chose, mais je le fais avec plaisir. Si une demande ou des demandes nous sont présentées, eh bien la commission des lois les examinerait. Et comme je suis rapporteur, à ce moment-là, je vous dirai, c'est mon rôle, quelle est la position de la commission des lois. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre Sueur d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Et alors que certains sénateurs, vous venez d'en parler, La République En Marche ont décidé de boycotter l'audition d'Alexandre Benalla demain. 76% des Français approuvent sa venue au Sénat. C'est le résultat de notre sondage IFOP pour Public Sénat. Le détail avec Stéphane Amalian. Dans ce sondage de l'IFOP pour Public Sénat réalisé sur un échantillon de 1019 personnes entre le 12 et le 13 septembre 2018, on apprend qu'une grande majorité de Français approuvent l'audition d'Alexandre Benalla par la commission des lois du Sénat. Ils sont 76% des interrogés à souhaiter que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron soit entendu par les sénateurs. Et près d'un tiers des interrogés, 28%, ont l'intention de suivre les auditions sur Public Sénat. À la question « Diriez-vous qu'il est utile ou pas utile que la chaîne parlementaire Public Sénat diffuse ces auditions ?» 64% répondent positivement. Par exemple, 68% estiment qu'elles permettent de mieux faire comprendre le travail parlementaire. 60% estiment qu'elles favorisent le contrôle des acteurs politiques par les citoyens. Pour 58% des interrogés, la diffusion de ces auditions associe les citoyens à l'action des sénateurs. Enfin, 63% des interrogés considèrent que la diffusion de ces auditions renforce l'utilité d'une chaîne comme Public Sénat en tant que relais du débat démocratique. Et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur LR du Nord, Marc-Philippe Daubresse. Marc-Philippe Daubresse, on vient de l'entendre avec le sondage qui vient de nous être dévoilé. Cette audition de demain d'Alexandre Benalla est extrêmement attendue. Est-ce que cela va être facile de l'interroger sans interférer avec l'enquête judiciaire ? Écoutez, vous êtes ici au Sénat, donc nous sommes les gardiens des libertés publiques, de l'équilibre des pouvoirs, de l'équilibre des territoires. Et Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, vient de vous le dire, à juste titre, nous avons des pouvoirs conférés par une ordonnance constitutionnelle du 17 novembre 1958, ça date du général de Gaulle. Donc nous sommes dans le strict cadre du respect de cette ordonnance qui dit que nous n'interférons pas sur
la procédure judiciaire, mais nous sommes dans notre rôle pour poser des questions sur l'organisation des services publics et contrôler l'action du gouvernement, ce que nous allons faire demain. C'est une réponse très claire, par exemple, à ce qu'a pu dire Alexandre Benalla dans la presse lorsqu'il a jugé que la commission d'enquête allait à l'encontre de la démocratie et de la Constitution. Et il devrait prendre des cours de droit constitutionnel, Monsieur Benalla. Mais en l'occurrence, vous avez vu la semaine dernière, le chef de cabinet de l'Élysée, qui était le supérieur hiérarchique d'Alexandre Benalla, a répondu à toutes nos questions. Mais il n'y a pas d'enquête judiciaire pour François-Xavier Loche. Non, mais en l'occurrence, nous n'avons pas posé des questions qui interfèrent sur l'enquête judiciaire. Nous avons posé des questions sur les rôles respectifs de chacun et sur la question de savoir si, sachant que M. Benalla n'avait pas de mission de sécurité et de maintien de l'ordre, comment se fait-il qu'il puisse venir sur des opérations de maintien de l'ordre alors qu'elles relèvent du ministre de l'Intérieur, soit de la police, soit de la gendarmerie. On a entendu l'état d'esprit d'Alexandre Benalla avant cette commission d'enquête. On court le risque d'avoir un Alexandre Benalla demain mutique qui va botter en touche face aux questions. Ça risque d'être extrêmement frustrant. Est-ce que cette audition, dans ce contexte, serait vraiment utile ? D'une part, il devait se rendre à cette audition. En consultant son avocat, il s'en est rendu compte. Il n'avait pas le choix de ne pas y aller. D'autre part, il a la possibilité de ne pas répondre à certaines questions en évoquant notamment le secret défense sur des questions dont il estimera que ça relève du secret défense. On verra bien ce qu'il nous dira, mais on constatera la cohérence ou pas de ses réponses avec les précédentes auditions et notamment celle de ses supérieurs hiérarchiques directs. Son avocat a laissé planer le doute du huis clos, qu'il allait peut-être demander le huis clos sur cette audition. C'est encore possible. Pour vous, quelle doit être la réponse et quelle est en tout cas la suite s'il y a cette demande ? Comme vous l'a justement dit le rapporteur Jean-Pierre Sueur, ça dépend pas de M. Benalla. Il peut le demander, le huis clos, bien sûr. Et ça dépend d'un débat qui aurait, très probablement, si huis clos devait être demandé, il y aurait une suspension de séance. Le président réunirait la commission, interrogerait les avis des uns et des autres et prendrait sa décision pour décider ou pas s'il accorde ce huis clos qui relève de sa responsabilité. C'est un vote au niveau du bureau de la commission d'enquête et le huis clos peut être demandé à n'importe quel moment. Connaissant bien notre président Philippe Bas, qui est quelqu'un de très respecté, de très consensuel ici, évidemment qu'il consulterait soit toute la commission, soit le bureau de la commission, mais cela relève de sa décision. Ça s'est déjà produit à l'Assemblée nationale, par exemple, sur le rapport d'enquête de la commission sur Lactalis, où le rapport a été débattu à huis clos. Est-ce que pour vous, pour le coup, personnellement, ce huis clos est justifié ? Est-ce que vous pensez qu'il faut accorder ce huis clos ? Ça peut être aussi une façon d'apaiser les esprits. Écoutez, on en discutera demain, donc je ne peux pas préjuger de ce qu'on vous dira là-dessus. Moi, je pense que dans la mesure où beaucoup de choses ont déjà été dites, maintenant il est important de savoir ce qu'en pense l'intéressé lui-même et que ce serait mieux pour tout le monde, pour la vérité, pour le Sénat et pour lui-même, qu'il n'y ait pas de huis clos, mais c'est mon appréciation personnelle. Et évidemment, je me rangerai à l'avis de la Commission. Bien, merci beaucoup Marc-Philippe Debrest d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et puis demain, sur notre antenne, dès 7h, édition spéciale Territoire d'Info autour de Cyril Viguier sur cette commission d'enquête. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à partir de 8h pour l'intégralité des auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur cette affaire Benalla. On en vient à présent au plan santé dévoilé ce matin par Emmanuel Macron, une série de mesures tous azimuts pour réorganiser en profondeur notre système de santé. Objectif, faciliter l'accès aux soins des Français alors que les médecins se raréfient et que se multiplient les déserts médicaux. Samia Dechir. 20% de la population vit aujourd'hui dans un désert médical. C'est à ces zones dites sous-denses que s'adresse en priorité le plan santé. Elles seront les premières à être dotées des créations de postes annoncées ce matin. 400 médecins y seront salariés par l'État. Y seront également affectés les premiers des 4000 futurs assistants médicaux, une nouvelle profession imaginée pour faire gagner du temps aux médecins de ville. Pour libérer davantage encore de temps médical et faire que les médecins puissent soigner plus et mieux, nous devons leur permettre d'être accompagnés par des professionnels qui effectuent pour eux des gestes simples, comme une prise de tension ou de température, qui prépare la consultation. Pas question de toucher à la liberté d'installation des médecins, mais la profession devra s'organiser pour couvrir tout le territoire à travers des communautés professionnelles territoriales de la santé,
Sur un périmètre de 20 000 à 100 000 patients, elles assureront une permanence de soins de jour pour soulager les services d'urgence, ce qui impliquera un travail en réseau de tous les acteurs d'un territoire. Je veux précisément que l'exercice isolé devienne progressivement marginal, devienne l'aberration et puisse disparaître à l'horizon de janvier 2022. Le plan santé vise également une meilleure qualité de soins avec la fin annoncée de la tarification à l'acte. Elle sera remplacée en 2022 par une tarification au forfait en hôpital comme en ville. Et on va voir tout de suite avec vous, Tam Tranui, comment ces annonces ont été accueillies par le sénateur Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur centriste du Pas-de-Calais. Il répondait à vos questions il y a quelques instants. Jean-Marie Vanlerenberghe, vous avez assisté ce matin au discours du président de la République qui a donc présenté son plan santé. Pour lui, le problème, ce n'est pas le sous-financement de ce secteur. Le problème, c'est le handicap d'organisation. Ce sont là ces mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic ? Je crois que tout le monde le partage. Les organisations professionnelles, les élus notamment territoriaux, se rendent bien compte qu'il y a des moyens. Je rappelle quand même que, ne serait-ce que l'assurance maladie, c'est 200 milliards de dépenses. Quand on voit les dépenses de la sécurité sociale, c'est 450 milliards, je dirais même près de 500 milliards aujourd'hui. Je veux dire, l'argent est là. Et pourtant, l'hôpital est en crise aujourd'hui en France. L'hôpital et la santé de façon plus large. Le président l'a dit, l'hôpital est engorgé par des patients, notamment aux urgences, qui ne devraient pas y être. Si tous les professionnels de santé étaient effectivement associés à la permanence des soins, à l'accès aux soins. Je crois que de vouloir replacer le patient au cœur du dispositif était très très important. Et je crois que le président a parlé aux Français qui sont tous finalement des patients en puissance. Alors au cœur de la réforme, il y a tout d'abord, on en a beaucoup parlé, la suppression du numerus clausus. Pourquoi, pour vous, ce système est-il injuste et inefficace ? On le voit, il manque de médecins. Il manque de médecins tout au moins sur le terrain. Parce qu'effectivement, on le sait, il y a 25% des personnes, des médecins diplômés qui n'exercent plus au sortir effectivement de leurs études médicales. Il faut se poser la question. Et donc il faut essayer de pallier à cette quand même déflagration. On ne peut pas former comme ça des médecins et ne pas les voir effectivement ensuite exercer la profession. Donc je crois que la proposition du président est excellente. C'est de dire, ne pourrait-on pas réintégrer dans les études de médecine des candidats médecins, des étudiants médecins qui n'ont pas été retenus, qui ont déserté les rangs de la faculté de médecine parce qu'ils n'étaient pas reçus et qu'on pourrait recycler en quelque sorte. Mais pour autant, il faut que le système reste sélectif. Certains parlent déjà d'un risque d'engorgement des universités. Écoutez, je crois que ne posons pas le problème de l'engorgement des universités. Je crois qu'on peut trouver effectivement ici ou là, dans les hôpitaux, et notamment les hôpitaux généraux importants, l'espace nécessaire pour former la première année, la deuxième année des étudiants de médecine. Pour vous, c'est un faux problème ? C'est un faux problème. Au cœur également des annonces du chef de l'État, il y a la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour décharger les médecins des tâches administratives, mais aussi des actes les plus simples. Qu'est-ce que c'est un acte simple qui peut être fait par un assistant médical ? Le président a cité prendre la tension, la température, la taille, le poids, etc. Ce sont des actes très simples. C'est très chronophage pour un médecin. C'est chronophage pour un médecin. C'est remplir une feuille en interrogeant le patient, comme aujourd'hui ça existe d'ailleurs. Chez le dentiste, par exemple, vous avez une assistante qui prend toute une série d'informations. Et le dentiste peut, à ce moment-là, directement exercer sa profession. Un dernier commentaire enfin sur une dernière annonce sur les territoires prioritaires avec les 400 postes supplémentaires de médecins généralistes à exercice partagé ville-hôpital. Ils doivent être financés, envoyés dans les territoires prioritaires. C'est très important pour le Sénat, la Chambre des territoires. Oui, on sait que les déserts médicaux, c'est un sujet, évidemment, pour la Chambre haute, qui est un sujet éminemment important. Il y a beaucoup d'élus ruraux
et qui voit effectivement de plus en plus de médecins vieillissants partir à la retraite sans être remplacés. C'est vrai aussi d'ailleurs dans les périphéries des grandes villes. Et donc le problème n'est pas seulement un problème rural, mais aussi un problème urbain. Et donc il fallait y pallier. Et je crois que la mesure qui est proposée, 400 postes hospitaliers, mais salariés, pour pallier effectivement à ce déficit, c'est une excellente nouvelle pour évidemment pallier à ce problème des déserts médicaux. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Van Larenberg d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. Alors avant d'ouvrir le débat en plateau avec mes invités, on va voir comment mieux coordonner médecine de ville et médecine hospitalière. À Reims, une plateforme de tous les acteurs de santé assure depuis 2016 un suivi individualisé des patients. Elle vient notamment en aide aux médecins généralistes en intégrant la dimension sociale de la prise en charge. Le CHU de Reims vient d'ailleurs de rejoindre le dispositif. C'est un reportage de Fabien Recker. Monsieur Schenkels, on a décidé de vous hospitaliser quelques jours, donc j'appelle notre coordinatrice. À 78 ans, Monsieur Schenkels souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires. Il présente aussi de légers troubles de la mémoire. Sans aucune aide à domicile, c'est son épouse qui assume l'ensemble des soins. Pour son médecin traitant, il s'agit d'un cas difficile à gérer. On est un peu submergé par le côté social, ce qu'on appelle nous l'urgence sociale. C'est-à-dire que le patient, on sait gérer le médical, ça c'est pas un souci. Le problème, c'est les situations un petit peu, on va dire, sur le fil, des patients âgés qui effectivement, qu'un cas sur le plan médical tiennent le coup, mais qui peuvent décompenser à tout moment. Afin de mieux accompagner son patient, le docteur Tyran va solliciter de l'aide. Oui, bonjour docteur Florence Tyran, voilà, je vous appelle, j'ai un patient de 78 ans, j'ai besoin de votre aide, donc je vais le faire rentrer en gériatrie quelques jours. À l'autre bout du fil, la coordinatrice d'intervention en médecine générale. Et donc je ne manquerai pas de vous faire un retour par rapport à une éventuelle sortie, donc voir s'il y aura besoin de mettre en place des portages de repas, mettre en place de l'aide à domicile pour la toilette ou pour le ménage par exemple. Il s'agit d'un nouvel interlocuteur au service des médecins généralistes. Son rôle, coordonner les soins du patient avec tous les acteurs concernés sur le territoire. Il peut y avoir des problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins, de déscolarisation, d'organisation d'hospitalisation et de sortie d'hospitalisation, de maintien à domicile, dès l'instant que le médecin se trouve en difficulté par rapport à son patient. Un dispositif qui s'étend également à l'hôpital. Depuis un an, le CHU de Reims a intégré le projet. Bonjour madame. Bonjour. Le service gériatrie de l'hôpital a totalisé plus de 1300 séjours en hospitalisation complète l'année dernière. Des séjours qui souvent se prolongent inutilement, faute de prise en charge à domicile des patients. L'hôpital mise donc sur la coordination de médecine générale afin de faciliter les sorties. L'idée, c'est que chacun des acteurs de la prise en charge retrouve sa place. On a trop souffert en France de ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme, c'est-à-dire le fait que spontanément on va vers l'hôpital, que ce soit pour les urgences ou pour d'autres prises en charge. Et réellement, on a intérêt collectivement à ce que le recours à l'hôpital se fasse quand il est réellement nécessaire. Une meilleure coordination des parcours de soins devrait par ailleurs limiter les passages aux urgences. Sur 11 000 prises en charge de personnes âgées aux urgences l'an dernier, environ 4 000 auraient pu être évités, selon la direction de l'hôpital. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Yves Daudigny, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de l'Aisne. Sur ce plateau également Philippe Juvin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. J'accueille également Michel Amiel, bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Et puis enfin Frédéric Valletoux, bonjour. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France et vous êtes par ailleurs maire d'Hiver Droite de Fontainebleau. Première question pour vous, Frédéric Valletoux, puisque vous étiez ce matin à l'Élysée. Vous avez entendu ces annonces du chef de l'État. Un mot peut-être sur la forme. On sait qu'il y avait un diagnostic assez alarmiste sur l'état de notre système de santé. Qu'avez-vous pensé du discours du chef de l'État? Est-ce qu'il est adapté à cette situation d'urgence dont on a beaucoup parlé ici?
C'est un discours qui était déjà clairvoyant, mais il ne faisait reprendre que le constat qui était dressé d'abord par la ministre de la Santé depuis plusieurs mois et qu'avait dressé Édouard Philippe en février lorsqu'il avait lancé le chantier de transformation du système de santé. Donc c'est un discours clairvoyant, c'est un discours qui voyait large et qui regardait tout le spectre du système de santé. Et à titre personnel, je m'en félicite, puisque la crainte, c'était qu'on focalise une fois de plus sur l'hôpital et qu'on fasse de l'hôpital, sous prétexte que c'est, j'allais dire, la partie la plus visible du système de santé, celui sur lequel on a les plus de facilité à réguler, l'unique objet d'un certain nombre de réformes. Or, si l'hôpital... C'est pas le cas, mais il y a quand même une refonte en profondeur de la carte hospitalière. Oui, enfin, il y a un certain nombre de mesures qui, surtout, vont effectivement impliquer une meilleure coopération avec la médecine de ville, en tout cas au niveau de l'échelon dit de proximité, à travers les hôpitaux locaux qui vont être réinvestis. Donc, il y a quand même des idées. Après, ce qui manque, c'est effectivement, je veux dire, il y a un très beau discours de la méthode et sur des objectifs qui sont vertueux et qu'on aura du mal, je pense, à ne pas partager. Après, bien sûr, c'est l'écriture des choses. Et il va falloir donner des financements pour accompagner un certain nombre de mutations. Il va falloir effectivement pousser un peu plus Alors, loin les on connaît feux déjà ces 3,4 milliards d'euros sur tout le quinquennat avec une loi santé en 2019. Yves Daudigny, vous aussi, vous étiez présent à l'Élysée ce matin. Vous avez écouté ce discours du chef de l'État. Qu'en avez-vous pensé ? Le discours était bien de circonstance, pertinent. Je n'ai pas de raison de mettre en doute la volonté du président de la République. J'en retiens plusieurs points positifs. Tout d'abord sur l'esprit de la réforme qui part des territoires. Donc nous sommes à quelque sorte une démarche inverse de celle de 1958, qui avait été une magnifique réforme du système de santé. L'ordonnance Debré de 58. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur les constats et sur les nouvelles exigences de la société en matière de santé. Ensuite, des points très positifs, par exemple l'encouragement au travail collectif, les communautés, alors les CTPS de travail, donc des professionnels de santé territoriales pour les professionnels de santé. Le fait, l'annonce est très importante, que les hôpitaux de proximité seront maintenus. Et puis, le fait que... Mais il y aura quand même des fermetures aussi. Non, je n'ai pas compris qu'il y aurait de fermetures. Il y aura donc une adaptation du schéma des hôpitaux en 3 niveaux. Un niveau de proximité, un niveau plus performant et puis le niveau le plus élevé. Donc maintien des hôpitaux de proximité, réforme sur le numerus clausus qui est supprimé, moi je suis plutôt d'accord. Et puis à l'hôpital, la réforme sur la T2A. Je voudrais d'ailleurs souligner sur ce point que les questions de tarification qui ont beaucoup crispé les personnels. Nous étions plusieurs collègues du Sénat à écrire un rapport et nous demandions déjà, donc en 2012, une réforme de la T2A dans les hôpitaux. Philippe Juvin, est-ce que vous êtes aussi élogieux vis-à-vis de ce discours du chef de l'État ? C'est une belle dissertation d'un élève de sciences politiques ou de l'École nationale d'administration. Le diagnostic est correctement fait, ce que nous faisons tous depuis des années. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Simplement, ce qu'on attend sont des mesures, et des mesures qui puissent être un peu concrètes. Or, on a quand même eu beaucoup de déclarations d'intention, beaucoup de communication en réalité. Prenons quelques exemples. Enfin, il y a 54 mesures, Philippe Juvin, voilà, c'est justement ça. Et une loi santé en 2019. Est-ce que vous croyez que quand c'est la crise, parce que c'est la crise, nous mourons, le système meurt, 54 priorités, c'est jouable? Non, quand c'est la crise, on n'a pas 54 priorités, on en a 4, 5, 6 grosses qu'on mène. Parce que quand vous en avez 54, la dilution va être telle que ce que je crains par expérience, c'est qu'au fond, rien n'aboutisse vraiment, qu'on en reste à du vernis. Je vais vous donner un seul exemple. La fameuse exemple très médiatique du numerus clausus qui va être supprimé. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est par quoi remplace-t-on le numerus clausus ? Et alors là, le flou est total. Et si l'idée, c'est de remplacer le numerus clausus par un examen de fin de 2e ou 3e année de médecine, ce qui semble peut-être être une des hypothèses, je pense qu'on va vers des déconvenues extrêmement graves, parce que ça va aggraver ce fameux gâchis humain. Donc la communication, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors on viendra sur ce point particulier du numerus clausus dans un instant. Je voudrais entendre votre réaction, Michel Amiel, puisque vous aussi, vous avez assisté à ce discours présidentiel. On entend Philippe Juvin qui nous dit oui, c'est bien, mais 54 mesures, il aurait peut-être fallu dégager 3 ou 4 priorités, puisqu'il y a urgence. L'hôpital et notre système de santé est en crise aujourd'hui. Oui, alors en effet, beaucoup de choses ont été dites ce matin. Moi, j'ai dégagé quelques points qui me paraissaient prioritaires. Alors, le numerus clausus, je vous rejoins. Effectivement,
on le supprime, très bien, tout le monde le réclame à corps et à cri depuis des années, parfait. Par quoi on le remplace ? Un examen à la fin comme une licence. Il a été dit, et c'est pas forcément inintéressant, des passerelles qui viendraient vers d'autres horizons. Bref, ça c'est quelque chose qui reste à préciser. Ce qui a été dit ce matin, c'est un point de départ. Ce n'est pas une arrivée. Qui aurait la prétention par un discours et en X mesure de dire le système de santé est réformé. De toute façon, on sait très bien qu'on ne verra des effets durables que dans un laps de temps de 5 à 10 ans. Il ne faut pas se raconter des histoires. Au niveau hospitalier, moi j'ai particulièrement apprécié ces 3 niveaux. Non, on ne va pas fermer des hôpitaux. Si on renforce certains hôpitaux de proximité, voilà, 3 niveaux, si un peu comme les maternités de 3 niveaux. Vous savez, l'hôpital de proximité pour des soins courants, voire des soins de suite, l'hôpital chirurgical au sens où on l'entend habituellement, puis l'hôpital de pointe. Et effectivement, actuellement, qui songerait à aller se faire opérer d'une chirurgie grave, d'un cancer, dans un petit hôpital de proximité? À un moment donné, il faut être raisonnable. La permanence des soins. Je crois qu'on a fait une grave bêtise il y a quelques années, c'est de supprimer l'obligation de la part des généralistes, je l'ai été 35 ans, de la participation à la permanence des soins. Ça fait partie de notre métier. Résultat, les urgences Est-ce que les jeunes médecins aujourd'hui ont envie, justement, c'est un débat qu'on a eu. Ce n'est pas qu'une question d'envie ou pas d'envie, ça fait partie du métier. Je veux dire, assumer la permanence des soins, et croyez-moi, la permanence des soins, même à l'hôpital, n'est pas assumée comme on le faisait, j'allais dire, de mon époque. Ça ne remonte pas au temps des cavernes, mais enfin, on commençait la garde le samedi à midi, on la finissait le lundi matin et on enchaînait la semaine. Ça se passait comme ça. Maintenant, il y a le laps de temps récupérateur, etc. Et c'est bien comme ça. Concernant les déserts médicaux que l'on a tort de réduire aux zones rurales, les déserts médicaux, c'est certes les zones rurales, c'est aussi, ça a été dit ce matin, les quartiers difficiles. Je sais de quoi je parle au nord de Marseille, par exemple. Les quartiers tout court. À Paris 15e, là où il y a mon hôpital, la moitié des médecins de ville ont plus de 59 ans. Oui, mais là, il y a aussi le prix de l'immobilier à Paris qui rentre en ligne de compte de façon importante. Donc il y a d'autres déserts médicaux que les ruraux. Et dernier point, un point particulièrement intéressant, me semble-t-il, ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé qui rassemblent. Oui, ça peut être présenté comme une usine à gaz. Ah oui. Je l'ai vu marcher dans certains. Non. Alors, Frédéric Valtou, vous voulez réagir et ensuite Yves Daudigny. Non, enfin, réagir, peut-être compléter. Je crois qu'effectivement, comme l'a dit Philippe Juvin, le système est vraiment aujourd'hui en danger, le système de santé. Alors, la partie émergée de l'iceberg, c'est l'hôpital. Mais il faut aller sonder les médecins qui sont dans leur cabinet pour aussi entendre parler de souffrance, de fatigue, etc. Donc alors pour ça, il va y avoir la création de postes d'assistants médicaux. Ça, c'est une nouveauté. Bien sûr, donc ça va sans doute venir amener, ça va permettre aux médecins de se concentrer sur ce qui... 4000 assistants médicaux, le chiffre annoncé. En charge des patients. Mais je ne suis pas sûr que ces recettes-là soient à la hauteur des enjeux. Et donc, effectivement, si c'est un point de départ, comme vous le dites, ça va appeler effectivement des réponses un peu plus volontaristes et audacieuses que celles qu'on a eues ce matin, qui sont intéressantes, et les pistes sont intéressantes, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Sinon, on va pas aller loin. Je vais donner un exemple. 400 millions d'euros avancés pour accompagner la transformation du système de santé. 400 millions d'euros, par rapport à l'Ondam, c'est rien. C'est une goutte d'eau. 400 millions d'euros à répartir pour tous les professionnels, alors même que l'effort demandé aux hôpitaux cette année, en 2018, d'économie supplémentaire, c'est quasiment 1 milliard d'euros, 960 millions. Donc on voit que 400 millions d'euros, c'est rien. C'est pas avec ça qu'on va... Mais 3,4 milliards sur tout le quinquennat. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, parce que si c'est toujours prendre sur la même enveloppe de l'Ondam, qui est une enveloppe fermée, et qui augmente aux alentours... Alors l'année prochaine, on nous dit qu'elle va augmenter de 2,5%. Je rappelle que les charges des hôpitaux, elles augmentent plutôt entre 3 et 3,5% que de 2 à 2,5%. Et donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours ce différentiel. Donc, si vous voulez, la ministre de la Santé nous a répété pendant un an que le système était effectivement totalement bout de souk et qu'il fallait changer de logiciel. Les mots sont forts. Changer de logiciel, ça veut dire effectivement mettre la barre très très haut. Alors, il y a ce matin, sur la régulation des médecins de ville, par exemple, effectivement, de dire aux médecins de ville, attendez, vous allez vous organiser, maintenant, vous allez à nouveau participer à la permanence des soins. C'est un langage un peu venant d'un chef de l'État. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un langage aussi un peu directif.
et qui peut-être n'a pas peur d'affronter la colère syndicale des médecins généralistes, des libéraux qui sont très épidermiques sur ce sujet. On verra. Mais en tous les cas, voilà, donc il y a des choses intéressantes. Mais les solutions proposées ne vont pas nous permettre de changer le logiciel comme ça a été annoncé. Donc il va falloir quand même, dans les mois qui viennent, veiller à continuer à pousser plus loin, parce que sinon, à l'arrivée, les Français vont perdre la qualité du système de santé qu'ils connaissent. Et après, on parlera du numerus clausus. Vous souhaitiez intervenir? Oui, des voies sont tracées. Il reste maintenant à mettre en œuvre. Et il restera à juger des moyens humains et des moyens financiers. C'est ce qui a été dit, mais c'est une évidence. Il faudra juger aussi des résistances de la société en général, et puis modifier des habitudes, ce n'est pas si simple que ça pour les Français, comme je suppose d'autres populations, et puis aussi quelquefois des corporatismes. Moi, j'ai donné un accord sur les grands objectifs. Je voudrais exprimer 3 regrets d'importance. Le premier, c'est sur la prévention. Alors, le président de la République a répété plusieurs fois le mot de prévention, prévenir. Peut-être pas de façon suffisante. Nous avons en France un problème culturel. Une comparaison avec les Anglais l'indique bien sur les espérances de vie et sur les espérances de vie en bonne santé. Des mesures ont été prises, c'est vrai, avec le tabac, mais peut-être ces mesures ont été insuffisantes dans la loi alimentation et peut-être aujourd'hui il n'y a pas assez de prise en compte de la santé environnementale. Deuxième élément, c'est la psychiatrie. Le mot a été prononcé également par le président de la République, mais sans développement. J'habite dans un département l'Aisne, je suis proche du département de la Somme, où il y a une vraie crise aujourd'hui de la psychiatrie et où les services sont en incapacité de répondre aux demandes de la population. Et puis, pendant que je suis sur des observations de ce type, un mot sur les infirmières libérales. Elles jouent un rôle très important. Elles sont dans les foyers, sont au contact des populations qui ont des maladies chroniques, des populations âgées. Elles semblent oubliées dans ce dispositif. Alors, peut-être seront-elles présentes dans les communautés professionnelles territoriales de santé, cette fois-ci j'y arrivais, mais elles ne sont jamais citées. Je voulais le faire ici dans cette émission. Un oubli que vous venez de rectifier. On va voir avec Adrien Develay justement les enjeux de la suppression du numerus clausus, puisque ça a été confirmé ce matin, on le savait déjà, mais cette fois, ça sera pour 2020. Les explications donc d'Adrien Develay. Il faut changer de logiciel, c'était le souhait énoncé par le gouvernement. Aujourd'hui, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a fait table rase de l'ancien système d'enseignement des professions de santé. C'est un système qui sélectionne, qui trie, qui formate. Il faut donc modifier de façon cohérente les modalités d'admission, les contenus, les évaluations des formations aux différents métiers et surtout fabriquer du lien entre elles. Au programme, donc, la suppression du numerus clausus, mais aussi la création de passerelles entre les spécialités et la démocratisation de l'accès à la première année de médecine. L'objectif, mieux répondre à la demande de médecins et de personnel de santé, favoriser les profils différents et encourager l'orientation vers la recherche et les nouvelles technologies de la santé. Si les syndicats étudiants saluent la suppression du numerus clausus, ils attendent que la réforme globale des études de santé tienne ses promesses et espèrent des discussions avec le gouvernement. C'est vraiment une réorganisation totale de nos études et pas juste l'annonce de la suppression du numerus clausus. L'annonce de la suppression du numerus clausus, c'était le prérequis pour pouvoir aller plus loin dans la réforme des études de santé. On espère que la réforme ira jusqu'au bout, pourra y mettre fin et remettre à plat justement la formation des jeunes. Il y a des concertations qui sont annoncées pour la nouvelle réforme de la formation des professionnels de santé et donc il faut pouvoir qu'on soit consulté. Dès la rentrée 2019, le gouvernement compte échelonner les changements annoncés avant la suppression définitive du numerus clausus à la rentrée 2020. Philippe Juvin, avant de vous donner la parole, parce que je sais que vous voulez réagir sur ce point, on va écouter votre collègue sénateur de Paris, socialiste Bernard Jomier, qui a également réagi ce matin au micro de Saveria Rojac. Écoutez. La suppression du numerus clausus, je crains que ce soit plus démagogique qu'autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez toujours former beaucoup plus de médecins. S'ils ne veulent pas aller dans certains territoires, ils n'iront pas. Sauf à mettre en place une politique autoritaire en la matière qui ne fonctionnera pas. Ça a aussi été essayé dans un certain nombre de pays. Mais la solution, c'est de revaloriser les fonctions ambulatoires et de donner aux soignants qui exercent ces fonctions ambulatoires les moyens de ne pas passer leur temps à faire eux-mêmes cette coordination. Le médecin doit travailler avec une équipe autour de lui. Il y a de nouveaux métiers en santé qui sont en train d'émerger et qui doivent émerger rapidement.
C'est démagogique, nous dit Bernard Jaumier. Ça ne va pas effectivement résoudre ce problème des déserts médicaux. Alors, ce qui est sûr, c'est que si de toute façon, c'est très sympathique ce qu'il a dit, mais si vous ne formez pas plus de médecins, là, il est certain qu'ils n'iront pas plus s'installer à droite et à gauche. Premièrement, on a besoin de plus de médecins en France. En fait, il y a moins de médecins en 2018 qu'en 2008. Contrairement à ce qu'on dit. Quand on prend les chiffres globaux, il y a plus de médecins parce qu'on y intègre les médecins retraités. Mais quand vous retirez les retraités, ce qui est normal, il y a moins de médecins en exercice en France. Donc il faut plus de médecins, il faut en former plus, et c'est bien de supprimer le numerus clausus pour cela. Deuxième point, l'année ou les 2 années de première année de médecine sont des années qui sont quasi inhumaines, avec un concours dont le mode de sélection pose un problème sur la qualité des étudiants que l'on sélectionnait in fine. Donc, le président a raison de supprimer le numerus clausus. La question que je pose, elle est comment on va sélectionner les étudiants, parce qu'il faut quand même une sélection. Tout le monde ne va pas devenir médecin parce qu'il souhaite un recadrage, mais on va quand même maintenir la qualité dans la sélection. Sauf que si c'est pour faire comme le baccalauréat, où in fine, tout le monde a le baccalauréat, peu ou prou, pardon, j'espère que ça ne va pas finir comme ça. Non mais vous savez, tout est possible. Deuxièmement, si c'est pour dire, attention, ils vont commencer des études et au bout de 2 ans ou 3 ans, on va leur dire s'ils peuvent devenir médecin ou infirmière ou kiné ou faire de la biologie, c'est un système terrible. Parce qu'il va y avoir des étudiants qui, pendant 2-3 ans, vont être dans l'incertitude. Or, je crains que ça soit ça qui soit l'arrière-pensée. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse sélectionner les étudiants, avec une sélection, parce qu'il faut une sélection, à l'entrée de première année de médecine, pour éviter le gâchis et de faire en sorte que d'emblée, on puisse sélectionner non seulement des matheux, mais aussi des étudiants d'autres profils. Et je pense à tous ceux qui ont le profil qu'on appelait à l'époque d'humanité. Et ça, c'est absolument fondamental. Mais encore faut-il le dire. Et voyez, dans ce plan, il y a beaucoup de choses qui ne sont non dites parce que je pense en fait que le président de la République ne sait pas lui-même. C'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal de com' dans ce plan. Oui, Michel Amiel, sur ce point des étudiants, de la formation, la réforme, est-ce qu'elle vous paraît justement juste? Ça va permettre d'empêcher ce gros gâchis, justement, ces vocations gâchées? Le numerus clausus tel qu'il est aujourd'hui n'est pas adapté, c'est certain. On manque de médecins. Des médecins étrangers viennent s'installer en France. Des médecins français vont faire leur formation à l'étranger. C'est ça, surtout. De jeunes étudiants vont étudier à l'étranger et reviennent après en France. Sans parler, en particulier au niveau hospitalier, des médecins qui ne fonctionnent qu'à la vacation, selon le système vacataire, qui au demeurant coûte beaucoup d'argent. Donc je crois que de ce côté-là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le numerus clausus tel qu'il est aujourd'hui n'est pas adapté. Alors, sélection à l'entrée de la première année ou tronc commun pendant 2 ou 3 ans. Contrairement à vous, je ne suis pas absolument certain que le tronc commun pendant 2 ou 3 ans soit si mauvais que ça. D'ailleurs, il existe d'une certaine façon aujourd'hui, puisqu'il y a un tronc commun qui ensuite, suivant le niveau de réussite, va orienter les étudiants vers la médecine, c'est pas un tronc commun, c'est la première année de médecine. C'est un tronc commun. Oui. Alors que là, l'idée, c'est 2-3 ans. Oui, c'est un projet qui existait quand j'étais étudiant. Oui, je sais. On avait fait la grève contre ça. La sélection en fin de 3e année, nous avions fait la grève il y a malheureusement 30 ans. Le temps est passé. Oui, alors, je ne suis pas certain qu'à 18 ans, on sache très exactement ce qu'on veut faire. Aux États-Unis, il y a ce type de système. Je ne dis pas que c'est mieux, mais je dis qu'on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Toujours est-il qu'il faut aussi tenir compte des capacités qu'ont les hôpitaux et les universités pour accueillir un surcroît d'étudiants. Ouais. Et ça me paraît un point très important pour, et là je vous rejoins, à ce qu'on ne forme pas des médecins au rabais. Donc la qualité, je crois quand même que le président Macron a insisté là-dessus, la qualité des médecins via la formation et puis via ensuite l'exercice reste une priorité. Il y a ce risque, Frédéric Valtou, qu'on forme des médecins au rabais. Là je reprends l'expression de... Au rabais, je ne sais pas. Parce qu'on a quand même des difficultés de médecine qui sont sérieuses. Mais c'est vrai que la question des locaux, tout simplement, elle est réelle. Votre reportage montrait des amphis pleins. Donc ça, c'est une réalité très concrète. Bon, maintenant, c'est vrai que le numerus clausus, là aussi, c'est ce que disait Philippe Juvin, il faut attendre des précisions sur ce type de mesures, ce qu'il y a derrière, etc. Mais en tous les cas, le principe...
je crois que ce qu'on dit en témoigne. On est tous d'accord avec effectivement la fin de ce système. Il y aura également 400 médecins dans les déserts médicaux. Ça, c'est une nouvelle annonce, puisque cette suppression du numerus clausus ne va pas justement permettre de libérer tout de suite. Il faudra attendre les effets, au moins 10 ans, pour avoir justement des médecins qui n'auront pas tous forcément envie d'aller dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, Yves Daudigny. Oui, je vais ajouter, la suppression du numerus clausus, ce n'est pas la solution aux déserts médicaux, mais moi, personne n'a jamais pu prétendre ça, comme ça a été dit. Les effets seront dans 10 ans. Mais je maintiens que le numerus clausus aujourd'hui est absurde quand des jeunes Français vont réaliser leurs études de médecine à l'étranger et avec l'équivalence des diplômes à l'intérieur de l'Europe reviennent exercer en France alors qu'ils n'avaient pas passé la première. C'est absurde. Je ne sais pas si on arrive vers la fin de l'émission. Moi, je voudrais ajouter un mot sur les moyens. Au moment, ça n'a pas été dit ce matin, où nous revenons vers des équilibres des différentes branches de la sécurité sociale, où même il est quelquefois envisagé d'utiliser les futurs excédents de la sécurité sociale. Dans le précédent, alors ce plan santé, ça met en danger justement ou pas? Non, alors on n'y est pas aux excédents de la sécurité. Si ces excédents devaient exister, eh bien, ils pourraient très largement être consacrés au financement des mesures qui ont été évoquées ce matin, plutôt que de revenir vers le budget général de l'État. Non, mais mon cher collègue, pardon, vous me parlez d'excédent de la sécurité sociale. Les comptes sont à l'équilibre. Écoutez, vous savez très bien on a une dette à payer avant de parler de consommer les excédents. À quel prix on a quand même, pour rester sur le sujet hôpitaux, compte de la sécurité sociale, on sait qu'il y a eu un certain nombre de dépenses qui ont été transférées sur les comptes des hôpitaux et que si les comptes de l'assurance maladie vont mieux, les déficits hospitaliers, eux, ne cessent de grossir, enfin d'augmenter, de se creuser. Et donc à partir de là, c'est vrai que, un seul exemple, le transport sanitaire, à qui on a dit du jour au lendemain, maintenant c'est sur les transports sanitaires, c'est sur le budget des hôpitaux. Ça quitte le budget de l'assurance maladie. Donc à ce prix-là, c'est des tours de passe-passe, mais à l'arrivée, il y a toujours un déficit. Il est dans les comptes des hôpitaux, il n'est plus dans les comptes de l'assurance maladie. Donc il faut faire attention, c'est presque 1 milliard d'euros aujourd'hui, les déficits des hôpitaux. Sur les médecins salariés dans les déserts médicaux, le chef d'État fait le pari que ça va être attractif, justement, de les envoyer dans ces zones critiques sous-denses. Mais il y a 400 médecins, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire d'où ils sortiront, parce qu'il y a 20%... 4 par département. Il y a 20% des postes de médecins, de praticiens hospitaliers qui sont vacants aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y a des cabinets de ville qui ferment tous les jours sans qu'il y ait de remplacement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Michel Amiel, vous avez la réponse? Où sont ces médecins, justement? C'était rappelé, c'est à peu près 4 par département. Voilà, une remarque sur ce mode d'exercice. Ce dont je suis convaincu, c'est que beaucoup de jeunes médecins aujourd'hui veulent être salariés. Et là, on touche à la question, non pas de la tarification au niveau des hôpitaux, mais aux rémunérations des médecins libéraux. En médecine générale aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Les jeunes médecins ne veulent plus travailler comme on pouvait le faire avant, 12 heures par jour, se lever la nuit pour aller voir l'otite du petit, travailler le dimanche, et on touche au problème des gardes. Je pense qu'ils aiment leur métier, mais ils ne veulent plus le faire de la même manière. Et je crois que le système de salariés, les médecins, est quelque chose qui est demandé par la plupart. Ce sera peut-être plus facile comme incitation de proposer, passez-moi l'expression, clé en main, une installation en zone défavorisée avec un accompagnement. C'est-à-dire les nouvelles professions auxquelles on sait que certains départements proposent déjà ce type de dispositif incitatif. Non mais voilà, incitatif, coercitif, le mot est dit. La coercition a peu de chances de marcher. Peut-être qu'un jour ou l'autre, un gouvernement ou un autre sortira cette arme en disant, bon ben voilà, on injecte un peu de coercitif, c'est le conventionnement sélectif par exemple. Je ne suis pas convaincu de l'efficacité quand on voit le nombre de médecins, je ne parle pas de retraités, le nombre de médecins, qui sont docteurs en médecine et qui n'exercent pas, en tout cas, de la façon que l'on peut imaginer.
Donc attention à l'arme coercitive. Par ailleurs, quand on compare un petit peu avec nos voisins européens qui ont un système de santé moderne, je veux dire, personne n'a trouvé la solution miracle. Le système de capitation en Allemagne, on vante beaucoup le système anglais sur le plan de l'économie, mais enfin, quand on a un contact direct avec la pratique médicale en Grande-Bretagne, excusez-moi, permettez-moi d'être réticent. Je recite quand même quelques chiffres de l'efficacité du système de santé en France. On dit on est à bout, on est foutu, on est à l'os, tout ce qu'on veut, peut-être. Mais enfin, en termes de dépenses de santé, au niveau des pays de l'OCDE, on arrive, je crois, en 3e rang. Ça a été rappelé ce matin, après les États-Unis, après la Suisse. En matière de longévité, en bonne santé, on est plutôt bien placé. Là où le bas blesse, et je rejoins mon collègue Daudini, c'est la prévention. Je suis persuadé que développer les pratiques préventives en médecine peut être une excellente chose, y compris sur un plan économique. Ce sera peut-être l'objet d'amendements lors de la future loi santé de 2019. Vous souhaitez sur les déserts ajouter, médicaux, en fait, il n'y a pas une solution miracle, c'est ça l'erreur. Honnêtement, l'idée, c'est un gadget, les 400 médecins sur toute la France, qui fait, comme vous l'avez dit, 4 médecins par département. Donc c'est pas ça qui va régler le problème. Premièrement, il faut donner aux étudiants le goût d'aller travailler en ville. Moi, je n'ai jamais travaillé en ville durant mes études de médecine. Il faut que massivement les étudiants y aillent durant leurs études. Et puis, il y a des vocations qui vont être créées. Il faut très probablement, enfin même certainement, former beaucoup plus de médecins, peut-être 2 ou 3 fois plus de médecins qu'aujourd'hui. Et donc, sur le tas, il y en a qui iront dans ces zones dites difficiles. Troisièmement, il faut partager les compétences et les tâches avec les autres professionnels de santé. Et il faut que les infirmiers, qui sont les grands oubliés, je trouve, du plan des 54 mesures Macron, puissent eux-mêmes avoir des capacités à travailler sans avoir l'avis du médecin. Et puis, il faut analyser pourquoi il y a des déserts médicaux. Et la situation est différente dans le 93. Les déserts médicaux dans le 93, nous l'avons analysé récemment, c'est à cause de l'insécurité. À Paris, c'est à cause du prix au mètre carré qui font que les jeunes ne peuvent plus louer et encore moins acheter un cabinet. Et puis dans d'autres zones, c'est parce qu'il n'y a plus de services publics. Donc si vous voulez, il n'y a pas une cause à la multiplicité des deux causes. Il y a une multiplicité. Le mot de la fin avec vous, Frédéric le plan n'y répond pas. Vous avez, en début de débat, salué les ambitions de ce plan. Maintenant, vous attendez effectivement de voir peut-être les ambitions du plan, mais j'ai souligné parfois le flou des moyens. Et donc le travail ne fait que commencer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un système de santé qui, malgré ses difficultés, malgré ses tensions réelles, fait quand même encore rêver à l'étranger, fait qu'on a une recherche médicale qui est sans doute une des premières au monde. Voilà, mais l'hôpital, c'est, je ne vais pas dire le pire côtoie le meilleur, mais en tous les cas l'excellence côtoie des difficultés au quotidien qui sont réelles. Ce qu'il faut maintenant, c'est, et je pense que le président Macron a eu parmi ce qu'il a dit, il y a eu une autre chose qui était assez juste. Il a dit, je pense que les acteurs sont assez mûrs aujourd'hui, libéraux, publics, pour se mettre ensemble et travailler dans les territoires. Et il faut l'espérer. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se retrousse les manches, parce que ça n'est qu'ensemble que seront inventées des solutions qui, effectivement, seront différentes à Paris que dans le Sud-Finistère ou que, je ne sais pas où, ailleurs en France, mais qui permettront que, ensemble, les professionnels, quel que soit leur statut, arrivent à organiser une offre de soins qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Eh bien, merci à vous, Frédéric Valletoux. Merci Yves Daudini. Merci Philippe Juvin. Merci à vous, Michel Amiel, d'avoir participé à ce débat. Je vous le disais en titre, après Nicolas Hulot, un autre poids lourd du gouvernement a annoncé sa démission prochaine. Gérard Collomb veut se consacrer à la campagne des élections municipales de 2020. Le ministre de l'Intérieur repart à l'assaut de la mairie de Lyon. C'est un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron, qui perd là un de ses plus fidèles lieutenants, Cécile Sixou. Il ne veut pas aller plus loin. Gérard Collomb, fidèle d'entre les fidèles d'Emmanuel Macron au moment de son élection, jette l'éponge. L'affaire Benalla est passée par là et elle a signé la fin de la lune de miel entre le ministre de l'Intérieur et le chef de l'État. En première ligne, lors des auditions parlementaires en juillet, le locataire de la place Beauvau, auditionné au Sénat, s'est défendu aux dépens de l'Élysée. C'est au directeur de cabinet du président de la République qu'il appartient de prendre les sanctions qu'il juge appropriées. Je vous rappelle que M. Benalla n'était aucunement sous ma responsabilité. Une intervention qui a crispé le président de la République et visiblement tendu les relations. En septembre, Gérard Collomb émet pour la première fois publiquement ses réserves sur le chef de l'État.
Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter, il y a une phrase qui disait « Les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre », donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. Gérard Collomb ne prévoit de quitter ses fonctions qu'en juin 2019. Pour la droite, il doit partir immédiatement. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, M. Collomb va être quelque part un ministre intermittent. La France mérite un ministre de l'Intérieur à temps plein et non pas un homme qui ne pense qu'à lui-même et qui exerce sa fonction à temps partiel. On doit se consacrer à cette tâche à 3000%. Quant aux syndicats de police, ils ne regretteront pas leur ministre. Pour nous, M. Collomb n'était pas à sa place, pas plus que la ministre bis, Mme Gouraud d'ailleurs, que tous les ministres sont des techniciens de leur domaine. Et nous avions 2 personnes qui avaient dépassé l'âge de la retraite à un ministère qui demande beaucoup d'énergie. Et on a vu qu'il faut maîtriser les dossiers sur le bout des doigts, ce qui n'est pas leur cas. L'Élysée salue une bonne nouvelle et se laisse le droit de décider quand elle remaniera le gouvernement. Et on prend la direction de la salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranui. Vous êtes aux côtés du sénateur LR, François Grosdidier. François Grosdidier, votre réaction à la démission annoncée de Gérard Collomb en vue des municipales 2020 où il compte briguer la mairie de Lyon. Ça ne me surprend pas véritablement parce que j'ai l'impression qu'il est toujours resté bien davantage maire de Lyon que ministre de l'Intérieur. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, on avait un peu l'impression qu'il était aux abonnés absents, qu'il n'était pas imprégné par la réalité du ministère de l'Intérieur, qu'il était en dehors de cette réalité. C'est un républicain sincère et certainement un homme de bonne volonté, mais on n'avait pas l'impression qu'il soit réellement le patron du ministère et ni quelqu'un d'ailleurs qui connaissait véritablement son ministère. Vous jugez très sévèrement ce bilan, d'autant plus que vous avez été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Oui, et ça m'avait frappé de voir à quel point il ignorait l'état de son ministère que nous étions en train de visiter, de regarder, de diagnostiquer. Il n'était pas du tout sur les mêmes réalités. Alors on s'est demandé si c'était un déni de réalité, si c'était l'art de l'esquive, ou si simplement il était plus maire de Lyon que le ministre de l'Intérieur, donc il n'avait pas véritablement eu le temps de regarder. Mais c'était d'ailleurs une déception, parce que on l'avait connu au sein de la commission des lois, pas très présent d'ailleurs, mais en tout cas imprégné des réalités locales de la métropole de Lyon. Il n'est jamais véritablement rentré place Beauvau. Est-ce que pour vous, il a également pâti de son attitude lors de son audition devant la commission d'enquête sur Alexandre Benalla? À l'époque, il a souvent répondu qu'il ne savait pas, qu'on lui apprenait un certain nombre de choses. On a beaucoup de membres de la commission ont cru même qu'il mentait. Mais moi qui l'avais vu dans la commission d'enquête antérieure ignorer ce qui se passait dans son ministère, j'étais pas étonné de la réponse. Je pense que sincèrement, il savait pas, parce qu'il savait pas grand-chose de ce qui se passait dans son ministère. Il y avait aussi peut-être une dégradation de son rapport à l'exécutif. Il y a ses propos sur l'humilité qu'il faut avoir au niveau de l'exécutif et puis au niveau de la commission d'enquête. Il avait longtemps parlé de la responsabilité de certains personnels de l'Élysée ou encore de la préfecture de police. Tout ça, ça a dégradé les rapports aussi. Mais à sa décharge et à son avantage, il avait quand même, lui, le brillant élu local qu'il est, avait perçu à la fois ce fonctionnement technocratique, la coupure avec la réalité, le fait que ce sont les hauts fonctionnaires qui ont le pouvoir. Et donc, même comme ministre, peut-être que s'il ne s'est pas davantage impliqué dans la fonction, c'est qu'il sentait bien que ça fonctionnait sans lui. Un mot enfin de commentaire peut-être politique sur cette situation, pour cette rentrée pour l'exécutif qui est très compliquée entre la démission de Nicolas Hulot, Laura Flessel et maintenant démission annoncée de Gérard Collomb. Elle est effectivement complètement délétère. Alors, il a déçu dans le domaine de l'environnement et la démission de Nicolas Hulot en a été la sanction, mais il déçoit surtout dans le domaine régalien. On est quand même dans une faiblesse extrême sur la police. Les forces de sécurité intérieure dont il n'a pas du tout perçu les difficultés, donc pas seulement le ministre, mais l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre ne veulent pas connaître les difficultés des forces de sécurité intérieure et la justice est totalement défaillante. Eh bien, merci beaucoup François Grosdidier d'avoir répondu à mes questions.
Grand encore. Merci à vous, Tam, et vous venez d'en parler. Ce sera le temps fort des auditions, des travaux de la commission d'enquête. Demain, à 8h30, Alexandre Benalla, après avoir préalablement prêté serment, va répondre aux questions des sénateurs. Puis ce sera au tour de Vincent Crase, salarié de La République En Marche, également mis en examen, d'être entendu. Alors, quels sont les enjeux de ces auditions particulièrement attendues? Élément de réponse avec Aurélien Romano. Quel est exactement le rôle occupé par Alexandre Benalla au service du président de la République? Durant les auditions du mois de juillet, une forte contradiction est apparue entre la hiérarchie d'Alexandre Benalla à l'Élysée et les représentants des syndicats de police. Pour ces derniers, Alexandre Benalla est clairement le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron. Monsieur Benalla avait certes le titre de chef de cabinet adjoint à la présidence de la République, mais qui s'occupait directement de la sécurité rapprochée du président de la République et qui était, il faut être clair, son garde du corps. Garde du corps, une mission qui n'existe pas formellement à l'Élysée, mais qui aurait été le rêve de gosse d'Alexandre Benalla, d'après son entretien fin juillet avec le journal du dimanche. La vocation lui est venue par le cinéma. Bodyguard avec Kevin Costner et surtout dans La ligne de mire, qu'il dit avoir vu une vingtaine de fois. Plus encore que garde du corps, Alexandre Benalla serait, d'après les syndicats de police, à la tête d'une police parallèle au sein du GSPR, le service officiel chargé de la sécurité du président de la République. Effectivement, au sein du GSPR, nous avions un groupe de personnel hors police et hors gendarmerie, qui en l'occurrence étaient des civils, des privés. Et c'est bien pour ça que j'ai employé depuis le début, depuis jeudi dernier, j'emploie le terme de barbouze, parce que ces gens-là n'ont aucune habilitation. De fait, Alexandre Benalla était autorisé à porter une arme, un point central dans la commission d'enquête. Un port d'arme justifié par le directeur de cabinet de l'Élysée comme utile dans le cadre des déplacements privés du chef de l'État. Cette autorisation a été donnée dans le cadre d'une mission de police, relève la commission d'enquête, avec l'appui d'un document de la préfecture de police. Confusion des termes, répond le chef de cabinet du président de la République. Mais il n'a jamais pris la place du policier ou du gendarme. Et en ce sens, il n'a pas exercé de mission de police. Sa mission est même détaillée par le secrétaire général de l'Élysée lui-même. Il serait une sorte de courroie de transmission entre les différents services de sécurité. Il était donc en charge de l'interaction entre la chefferie de cabinet qui doit coordonner l'ensemble de ces éléments et les personnes en charge de la sécurité. Le jour même de cette audition, Alexandre Benalla livre une version sensiblement différente de son rôle lors d'une longue interview au journal Le Monde. Moi, je dois m'occuper des affaires privées du président de la République, parce qu'il a une vie à côté de ses fonctions, avec Brigitte Macron, celle d'un Français normal. Il va au théâtre, au restaurant, part en vacances. Je suis toujours présent avec le groupement de sécurité de la présidence de la République et le service privé du président. L'ancien chargé de mission était-il le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron, un organisateur des déplacements ou encore le chef d'une police secrète? Un rôle que l'audition du principal intéressé doit éclaircir. Et on ouvre le débat consacré à cette audition d'Alexandre Benalla, très attendue demain à partir de 8h30 avec mes invités. Philippe Bonnecarrère, bonjour, merci d'être avec nous, sénateur centriste du Tarn. Également sur ce plateau, Jérôme Durin, merci d'être avec nous, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire. J'accueille également Jean-Pierre Mignard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste, président du comité d'éthique de la République. C'était pendant la campagne Publique En Marche, pendant la campagne présidentielle, je le précise. Et j'accueille enfin Paul Cassia, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Première question pour vous, Jean-Pierre Mignard, puisque vous êtes finalement un des rares à vous prononcer contre cette audition publique d'Alexandre Benalla. Pourquoi ? Contre, vous allez un peu rapidement. Je pense d'abord que la commission d'enquête du Sénat est totalement dans son droit. Elle peut parfaitement demander à entendre M. Benalla. Donc c'est sur un terrain purement de droit que je me penche, pour indiquer que l'exercice se révèle à peu près impossible, puisque d'une part, M. Benalla est entendu comme mis en examen devant un ou plusieurs juges d'instruction, et sur ce point, il répond librement, ce qu'il voudra dire, car objectivement, à la fin, ce sont les juges qui décideront s'il aura convaincu ou pas. Cependant, devant la commission d'enquête parlementaire, serait plus celle-ci ou celle de l'Assemblée nationale, il devra, le serment lui sera déféré, il sera entendu comme témoin et il devra dire la vérité.
Et la question que je me pose est la suivante, c'est une vraie question de fond. Qu'est-ce qu'il y a comme distance entre la vérité du témoin et le droit de tout mis en examen à ne pas répondre devant le juge et peut-être même à mentir devant le juge, car on n'a jamais reproché à quiconque de mentir devant un juge. Simplement, le jour de l'audience venue, si on a menti et qu'on se rend compte qu'on a menti, alors évidemment, les circonstances atténuantes seront bien faibles. Voilà la question que je pose et qui est une vraie question de droit et qui se posera demain aux membres de la commission d'enquête. Mais les Vous voyez, c'est quand même oui. plus subtil que pour ou contre. Les sénateurs ont la réponse. Ils disent qu'ils ne vont pas l'interroger justement. Je peux répondre juste si vous voulez tout de suite. Oui, Non, je ne veux pas oui. non plus. Alors, ce siège, j'ai bien entendu cette question parce qu'elle est passionnante. On va dire, on posait des questions périphériques aux faits. D'abord, premièrement, est-ce que la commission d'enquête, soit de l'Assemblée, mais maintenant celle-ci, aurait jamais entendu M. Benalla si les faits qui s'étaient déroulés place de la Contrescarpe et au Jardin des Plantes ne s'étaient produits? Si ces faits ne s'étaient pas produits, il n'y aurait jamais eu d'audition de M. Benalla, et donc c'est peut-être dommage d'ailleurs. Enfin, en tout cas, ce sont bien les faits judiciaires qui font l'objet de l'enquête, qui ont justifié la réunion des deux commissions d'enquête. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, mais les sénateurs qui sont là nous le diront peut-être, mais qu'est-ce que l'on sait des questions que poseront les juges? Qu'est-ce que l'on sait de jusque là où iront les juges? Pour une vieille habitude, ça fait 40 ans que je les fréquente, les juges sont très très curieux. Et je suis très très étonné d'ailleurs qu'à un moment donné, ils s'arrêtent en disant « Ah ben oui, mais ces questions-là, c'est la commission d'enquête. Eux, par définition, les juges, on va dire tout nous le concerne. » Voilà, c'est tout. Et donc je trouve l'exercice à la limite de l'impossible, mais ce qui montre le caractère sans doute héroïque de la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Donc vous avez des membres ici sur ce plateau, Jérôme Durain. C'est vrai que ça a été rappelé, ça va être sur le fil du rasoir, cet exercice. Il ne faut pas empiéter sur le domaine judiciaire, d'autant qu'Alexandre Benalla est mis en examen. Jean-Pierre Mignard sur le fond, comme juriste, comme avocat, sans doute raison. Mais je veux observer d'abord qu'il y a c'est pas une première. C'est vrai. Il y a déjà des gens qui ont été mis en examen, des personnes qui ont été mises en examen, et qui ont par ailleurs été entendues par une commission d'enquête. Donc c'est pas nouveau. Pas plus tard que la semaine dernière avec Maxence Crezat ou encore, on se souvient de Jérôme Cahuzac. Par exemple. Qu'il y ait eu un fait générateur qui relève aujourd'hui d'une instance et qui est valu à M. Benalla une mise en examen, c'est précisément parce qu'il y a des dysfonctionnements qu'on est saisi, des dysfonctionnements, et qui concernent l'environnement dans lequel Alexandre Benalla a exercé ses missions. Et puis, troisième point, je crois qu'il faut faire confiance à la sagesse du Sénat, à la maîtrise de Philippe Bas, président de la commission des lois, et à notre tempérance, parce que le but du jeu, on nous faisait passer pour des vieillards ensommeillés, et maintenant on est des procureurs exaltés. Il y a sans doute ici un petit peu de raison. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les dysfonctionnements, au fond, sur ces questions de mission de sécurité, de mission de police, de port d'armes, et comprendre quel était le rôle d'Alexandre Benalla au sein de la présidence de la République. Philippe Bonnecarrère. Oui, il faut prendre un peu de recul et un peu de hauteur, que les choses soient claires. Nous ne sommes pas des Sherlock Holmes de la place de la Contrescarpe, pas plus que des commissaires Maigret du Jardin des Plantes. Par contre, fondamentalement, le Sénat, dans notre société, dans nos institutions, est un contre-pouvoir. Et à ce titre, il est normal que nos concitoyens puissent s'appuyer sur le Sénat pour disposer de tous les éléments d'appréciation. Après, à nous d'avoir la sagesse de ne pas franchir la limite de la séparation des pouvoirs et de ne pas intervenir sur le pouvoir judiciaire. Je pense que nous aurons cette sagesse demain matin si les choses se passent normalement et paisiblement comme je le souhaite. Oui, Paul Cassia, c'est vrai que cette question de la séparation du pouvoir, on le voit, elle est au cœur des débats. Il y a eu cette tribune de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui a appelé justement le Parlement à ne pas empiéter sur le domaine judiciaire. Oui, en l'occurrence, il y a deux garde-fous. L'un est institutionnel, c'est celui qui est auto-exercé par les sénateurs. Il leur appartient de faire preuve de retenue. Et il n'y a aucune raison, l'expérience l'a montré, que demain, des questions soient posées à M. Benalla concernant les faits pour lesquels il est mis en cause ou les faits qui se rapportent aux incriminations qui lui sont reprochées. Premier garde-fou. Et le second garde-fou, il est personnel à M. Benalla. M. Benalla, comme toute personne auditionnée, a parfaitement le droit de demander à ne pas répondre à une question pour laquelle elle estimerait soit que la séparation des pouvoirs est violée, soit que cette question relève de la défense nationale, soit pour une raison qu'il invoquerait et qu'il estimerait pertinente. C'est vrai qu'il faut écarter Jean-Pierre Mignard, et c'est ce que dit la garde des Sceaux. Finalement, tout risque de procès qui serait conduit par une instance politique. C'est moins le risque de procès qui serait conduit par la commission d'enquête que d'avoir des questions posées différemment, mais les mêmes, par la justice et par les parlementaires. Vous savez, le juge voudra bien évidemment savoir dans quelle chaîne
de hiérarchie M. Benalla se trouvait, qui était, s'il y avait un commandement, s'il était là par un ordre donné et par qui, avec qui il travaillait régulièrement. Donc le juge va vouloir évidemment connaître tout cet environnement qui fait exactement partie de la curiosité, au demeurant légitime des parlementaires. Si M. Benalla n'était pas mis en examen, je dirais en effet que cette curiosité me semble fondamentale. Et qu'en ce qui concerne le contrôle des activités de l'État, du gouvernement ou du service de l'État, je ne vois pas pourquoi on en ferait reproche ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale. Par contre, il se trouve que bizarrement, on se retrouve là peut-être, c'est peut-être nouveau d'ailleurs, dans les purs de notre République, en général, la question c'est toujours l'émission du pouvoir exécutif dans le législatif, c'est toujours tenir le pouvoir judiciaire. Et là, paradoxalement, nous avons un débat entre l'autorité judiciaire, que d'ailleurs Montesquieu appelait pouvoir, il n'avait sans doute pas tort, et puis le pouvoir législatif. Parce que le Sénat, pardonnez-moi, monsieur le sénateur, ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est un des éléments du pouvoir législatif. Il y a ce risque d'immixtion du pouvoir, justement, législatif. Jérôme Durin ? Ce n'est pas le sentiment que j'ai, et ce n'est pas le sentiment que me donnent les dernières déclarations du président de la République lui-même, qui passe un coup de fil à Gérard Larcher, où est l'émission, de Nicole Belloubet, garde des Sceaux, de Benjamin Griveaux, de Christophe Castaner, qui parle de destitution. On n'est pas du tout là-dedans. Donc la politique, elle est partout. Elle est sans doute aussi au Sénat. Mais elle est beaucoup autour du Sénat, et nous sommes regardés avec un œil qui n'est pas le bon, parce que notre cœur de mission avec cette commission d'enquête, c'est de comprendre comment s'organise la sécurité du président de la République. Nous avons voté en novembre dernier une hausse du budget de l'Élysée, notamment sur les questions de sécurité. 14 fonctionnaires en plus. Donc on est légitime à se poser ces questions puisqu'on vote le budget. On s'intéresse à ces questions toute l'année. Et là, il y a évidemment une confusion et une ambiguïté manifeste autour du port d'armes, autour de la fiche de poste, autour de ces missions de police. Autour de cette Pardon, Jérôme Durin, parce que sur cette question du port d'armes, on sait qu'il est mis en examen pour justement usage prohibitif de port d'armes, d'insignes. Donc là, comment vous allez pouvoir formuler vos questions demain ? Écoutez, on a formulé les questions avec beaucoup de délicatesse pendant les 21 auditions qui sont passées. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on ait franchi la ligne jaune. Donc il me semble que demain, ça se passera bien sur ces questions. Oui, sauf que, hormis un, ça s'est passé moyennement sans d'ailleurs qu'on apprenne grand-chose. En bien, tous les autres n'étaient que vous les avez entendus sous serment, ils ne pouvaient pas mentir parce qu'ils devaient vous renseigner. Là, vous avez fait affaire à quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire, qui va devoir répondre à des juges et qui un jour, à mon avis vraisemblablement, comparaîtra devant un tribunal. Donc, il peut être amené à dire, voulez-vous bien, mesdames, messieurs les sénateurs, faire en sorte que je réserve mes explications à la justice, parce que c'est quand même d'elle que je dépends. Vous voyez, c'est ça qui m'étonne. Sur la question notamment des... C'est ce qu'il a formulé dans un premier temps par la voix de son avocat. Sur la sécurité du président de la République, vous avez raison de vous en occuper, simplement, s'il n'y avait pas la contrescarpe et le jardin des plantes, vous n'auriez pas réuni une commission d'enquête parlementaire sur la seule base du statut qui peut être critiquable de M. Benalla, voilà, ça n'aurait pas justifié ce formidable déploiement parlementaire, et pas seulement chez vous à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien de vous dire que quand même la locomotive des commissions d'enquête, c'est bien les faits qui ressortent de l'enquête judiciaire. C'est pour ça que vous allez vous trouver dans une situation qui est celle d'un exercice très difficile, et je me demande d'ailleurs si les commissions d'enquête parlementaires ne devraient pas entendre les mises en examen une fois les informations judiciaires terminées. Alors évidemment, là, on perd le bénéfice de l'actualité. C'est ce qu'avait effectivement demandé Alexandre Benalla. Philippe Bonnecarrère, comment réagissez-vous aussi, et ça a été rappelé, aux nombreuses attaques du Sénat. Il y a eu le coup de fil effectivement d'Emmanuel Macron à Gérard Larcher qui se disait agacé par les propos de Philippe Bas, et puis de nombreux commentaires à la fois de Nicole Belloubet, de Benjamin Griveaux ou encore Christophe Castaner. Moi, je ne me positionne pas par rapport à l'environnement. Nous essayons chacun de faire le plus honorables possible d'assurer notre rôle. Et c'est vrai que sur ce sujet, nous sommes à la limite de la séparation des pouvoirs. La question de M. Benalla en tant que personne est sincèrement tout à fait secondaire. Ce qui est en cause, c'est de savoir si derrière, il y a une difficulté plus institutionnelle. En employant des mots, je m'en excuse, un peu trop juridiques, il s'agit de savoir si il y a ou non un respect de la séparation des rôles entre la présidence de la République et le gouvernement, puisque normalement, un fonctionnaire de l'Élysée ne doit pas s'adresser directement à un fonctionnaire d'État qui relève, lui, de la logique gouvernementale. Et donc, il faut faire attention à ce que le Sénat ne rentre pas lui-même dans une mise en cause de la séparation des pouvoirs et n'aille surtout pas sur le pouvoir judiciaire. Par contre, une nuance, et j'apprécie la petite taquinerie de Maître Mignard disant non, le Sénat est un pouvoir, n'est pas un contre-pouvoir.
Je ne partage pas cette analyse pour la raison suivante. C'est qu'avec le changement de calendrier électoral, l'Assemblée nationale est devenue une réplique de l'élection présidentielle. Donc on a aujourd'hui un système institutionnel où l'exécutif présidentiel, l'Assemblée nationale ne font qu'un, ce qui conduit la logique traditionnelle exécutif-législatif à ne plus jouer son rôle. Et c'est donc à ce titre le Sénat qui, pour les Français, devient un contre-pouvoir logique, ce qui n'est pas un rôle d'opposition, c'est un rôle de contre-pouvoir au sens institutionnel du terme, qui doit être déconnecté de toute référence gouvernementale ou présidentielle. Paul Cassia, que dites-vous justement sur ce débat, Sénat contre-pouvoir ou pas? Il faut bien voir la finalité du travail de la commission des lois du Sénat. La finalité, c'est pas de rendre un jugement, c'est pas de déclarer si monsieur X ou madame Y est coupable ou pas. C'est éventuellement, si la commission l'estime utile, c'est de rendre un rapport d'information. Je ne suis pas certain qu'un rapport d'information de la commission des lois du Sénat va conduire à la destitution du président de la République. A priori, ce n'est pas une idée que j'ai, même si Christophe Castaner l'a évoqué, ce n'était pas l'idée que j'avais à l'esprit. La commission des lois du Sénat, elle a une mission constitutionnelle. Elle est fixée par l'article 24 de la Constitution, c'est de contrôler le gouvernement au sens large, parce que le président de la République aujourd'hui gouverne, et d'évaluer les politiques publiques. Et les services de la présidence de la République sont un service public. L'ordonnance de 1958 donne à toutes les commissions des lois, qu'elles soient du Sénat, toutes les commissions d'enquête, qu'elles soient du Sénat ou de l'Assemblée nationale, compétence pour évaluer la gestion des services publics en général. L'Élysée, ce n'est pas une zone de non-droit. C'est une zone dans laquelle il est bienvenu que les parlementaires, aujourd'hui, demain, et peut-être encore plus après-demain, enquêtent, regardent comment fonctionne cette maison. On voit bien que fonctionner en vase clos ne peut conduire qu'à des catastrophes. On ne peut pas s'attaquer directement à la fonction présidentielle à travers. C'est uniquement les assemblées réunies en haute cour. Absolument, c'est absolument tout. Alors, sur la question du contre-pouvoir, une seconde, je pense que ça, c'est typiquement une terminologie empruntée à la sociologie politique, et que sur le plan strictement constitutionnel, vous êtes le pouvoir, vous êtes, avec l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif. Il se trouve en effet que par le jeu électoral, vous jouez un rôle qui est sur le plan politique utile. Un pouvoir indépendant. Alors voilà, vous êtes un pouvoir indépendant, mais vous êtes un vrai pouvoir. Parce que contre-pouvoir, c'est assez sympathique, monsieur le sénateur. Vous dites, contre-pouvoir, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire, ça vous rend sympathique auprès de l'opinion. Le contre-pouvoir, indépendant aussi. Oui, bah, très bien, mais ça, je l'accepte. Avec l'indépendance, ça fait de soi. La deuxième chose, c'est sur le fait de, bien sûr, que la commission d'enquête ne va pas juger, mais moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me suis dit, mais si j'étais avocat de Benalla, qu'est-ce que je dirais? Bon, je dirais, nous ne répondrons pas à chaque fois que nous pensons que la question est susceptible d'être posée par le juge. On l'a vu, Jean-Pierre Mignard, lors des précédentes auditions. Mais oui. Les personnes par exemple, on parle beaucoup de M. Cahuzac. C'est vrai que pour M. Cahuzac, qui est en situation quand même très compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un mot faible. Venir s'expliquer devant le Parlement, après avoir d'ailleurs tenu des propos très engagés devant le Parlement, j'allais dire que c'était presque une question de courtoisie, au-delà même, effectivement, la question institutionnelle. On est un peu dans le même cas de figure, puisqu'on a vu Alexandre Benalla qui s'exprime dans les médias, qui fait le 20 heures de TF1. Il n'a pas répondu à toutes les questions non plus. Et c'est vrai que là, dans l'ignorance du champ que les juges vont se donner, vous savez, les juges sont voraces. La justice est vorace, par définition. Dans l'ignorance de jusque-là où le champ de la justice va s'étendre, et la justice est très curieuse, toujours très curieuse, et la police, n'oublions pas la justice et la police sont très curieux, eh bien, je dirais, prudence, on ne dit rien. Alors maintenant, effectivement, il faudra faire en sorte de ne pas fâcher les sénateurs, qui sont un peu susceptibles puisqu'ils sont indépendants. La susceptibilité étant une caractéristique de l'indépendance. Susceptibles, mais ils ont été attaqués aussi. Voilà. Il y a eu des propos assez virulents de la part d'Alexandre Benalla. Il a parlé les attaques, c'est pas comme d'un petit Marquis. Non, mais justement, ils ne seront pas rancuniers, car ils sont sages. Voilà. En tout cas, il y a eu des propos de chaque côté. Jérôme Durin. Non, mais moi, j'entends bien ces débats juridiques et ces questions posées par l'avocat, un système de défense. Oui. C'est tout à fait légitime. La question qui nous est posée, c'est comment un jeune homme de 26 ans, dont il ne m'appartient pas de juger le parcours, qui avait visiblement, vous l'avez rappelé, une forme de fascination pour les missions de sécurité, exerce des missions dans un cadre militant, politique, dans plusieurs partis d'ailleurs, ça a été rappelé, et puis comment tout d'un coup, il passe à la présidence de la République sur des missions qui sont proches, et comment le système de l'organisation présidentielle permet cela. C'est quand même de la sécurité du président de la République dont on parle.
Ça n'est pas un sujet annexe, accessoire. On sait que dans les milieux politiques, on a des gens qui aspirent à être proches du pouvoir. C'est très bien dans un cadre militant, ils peuvent choisir l'élection. Mais là, quand on est sur une question presque de rapport d'autorité avec le GSPR, le gouvernement de sécurité de la présidence de la République, ou le commandement militaire de la présidence de la République, il y a quand même une confusion qui est tout à fait dommageable pour la République. Pour les forces de l'ordre, on a besoin de professionnalisme, on a besoin de sécurité, on a besoin de gens entraînés, de gens qui aient une réflexion sur l'exercice de leur mission. Là, c'est quelqu'un qui est contractuel, chargé de mission, 26 ans, qui arrive, port d'armes. Voilà. Ce sont des questions importantes. Elles n'auraient pas été mises à jour s'il n'y avait pas eu les éléments de la contestation. C'est juste, mais il n'y a pas de commission d'enquête quand tout va bien. Et le travail des journalistes du Monde qui ont révélé cette vidéo. Paul Cassia, d'une manière plus générale, si on prend un peu de recul, cette commission d'enquête, elle est utile aussi justement pour nous inciter à une réflexion plus profonde sur la façon dont le Parlement peut contrôler l'exécutif? Cette commission est décisive parce qu'elle pose précisément la question centrale qui est celle de la séparation des pouvoirs. On se demandait tout à l'heure si le Sénat était ou non un contre-pouvoir. Il est temps de se poser la question de savoir à quoi sert le Sénat. Et que fait le président de la République? Est-ce qu'il gouverne? Est-ce qu'il légifère? Est-ce qu'il a un pouvoir d'arbitre, comme c'est prévu dans la Constitution? Et les juges? Pourquoi est-ce que la garde des Sceaux demande à l'égard du Sénat une étanchéité stricte lorsqu'elle évoque la séparation des pouvoirs et considère que, comme garde des Sceaux, elle peut avoir autorité sur les magistrats du parquet? Donc cette affaire met en évidence un peu tout ce sur quoi il faudrait réfléchir. On est presque aux 60 ans de la Constitution de 1958, et le moment Benalla est l'occasion de nous dire si une mise à jour, soit une peinture de la façade, soit des travaux plus profonds de notre Constitution ne serait pas utile. Ouais. Ironie du sort, c'est cette affaire Benalla qui a fait une première victime collatérale avec cette révision constitutionnelle qui devait peut-être justement poser toutes ces questions, Jean-Pierre Mignard. Oui, alors, elle a peut-être été utilisée aussi, cette affaire Benalla. Je ne vais pas sonder les reins et les cœurs tous les parlementaires. En tous les cas, c'est la commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a entraîné la suspension des débats. Derrière, effectivement, ça. Non, ce que je veux dire, ce que dit par rapport à Paul Cassia, oui, c'est vrai que la révision constitutionnelle prévoit une chose, c'est que notamment les carrières des magistrats échapperaient définitivement sur ce point à l'avis de la chancellerie pour effectivement dépendre définitivement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ça, voilà un point très important sur l'indépendance de la justice. D'ailleurs, c'est ce soir une demande explicite du président du tribunal de grande instance de Paris. Et d'ailleurs, dans notre affaire, il n'aurait peut-être pas été inutile, et peut-être le fera-t-il, que le premier président de la Cour de cassation s'exprime pour dire aussi ce qu'il en pense. Je pense même d'ailleurs que ça aurait peut-être une autorité qui serait différente et peut-être plus entendue que celle de la garde des Sceaux, dont on peut dire que sur cette question, pardonnez-moi, les juges est parti. Et je pense en effet qu'il n'est pas inutile que le premier président de la Cour de cassation s'exprime. Je n'ai pas du tout le sentiment, on ne va pas mettre M. Benalla à la torture dans cette commission d'enquête de gens dont il ne m'est pas apparu que c'était des bourreaux ni des barbares. Mais je pense que les questions que vous posez de contrôle, dès lors qu'elles se posent à travers des faits, des infractions et qu'il y a une information judiciaire, à mon avis, mettront la commission d'enquête dans l'embarras et mettront pas forcément M. Benalla dans une situation très favorable non plus, parce que s'il est constamment obligé, pour défendre ses droits, car c'est les droits de la défense, c'est-à-dire je ne peux pas répondre, il y a une partie de l'opinion qui dit il ne peut pas répondre, donc il est coupable. Si en plus il y a une demande de huis clos, on dit il veut se cacher, ça n'a aucune espèce d'effet sur l'information judiciaire, parce que non-publicité, ça ne veut pas dire confidentialité. Donc vous voyez, bon. Ouais. Bonne chance à la commission. On a fait un sondage un peu IFOP pour Public Sénat et 76% des Français sont favorables justement à cette audition d'Alexandre Benalla. Qu'est-ce que ça dit selon vous, Philippe Bonnecarrère? Pour moi, cela dit qu'il y a une attente de nos concitoyens à un travail sérieux, précis, comme ils ont vu le faire, parce qu'ils se sont beaucoup intéressés effectivement à cette commission d'enquête. Après, il est normal de demander au Sénat et à la commission d'enquête, avez-vous ou non des arrière-pensées? Pour moi, ma réponse est clairement non. Il n'y a pas de volonté d'affaiblissement de l'autorité du président de la République. Vous avez raison, on est à quelques jours du 60e anniversaire de notre Constitution. Nous avons un président de la République qui est fort. En ayant à côté un contrôle transparent, comme le fait la commission,
Et en ayant une expression indépendante, pour reprendre votre formule tout à l'heure, Maître Mignard, j'ai le sentiment qu'on est effectivement dans notre rôle et on n'est pas dans un affaiblissement du président de la République. On est dans C'est pas le but, effectivement. On est dans Jérôme un jeu Durain, normal des institutions. Rapidement. Moi, je veux lire le sondage que vous évoquez comme une confiance rendue à la sagesse de la Chambre haute. Et puis, dans cette affaire, nous sommes tellement observés, tellement mis en cause que nous allons avoir, même si nous sommes des responsables politiques, une obligation, sinon de neutralité, au moins d'objectivité, au moins de tempérance. Donc, je pense que ça se passera bien. Parce que nous ne sommes pas irresponsables et qu'on a envie que ce soit utile à la manifestation. Merci Jérôme Durain, merci Philippe Bonnecarrère, merci Maître Mignard, merci Paul Casset. Et justement, dès demain, édition spéciale sur notre antenne, dès 7h, Territoire d'Info avec Cyril Viguier. Et puis, je vous retrouve moi à partir de 8h pour suivre ces auditions en intégralité. Très bonne suite des programmes à vous sur Public Sénat.